Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut tout le monde, comment vous allez ? Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview bonus en ce joli mais chaud mois de juillet. Et c'est une interview, un épisode en partenariat avec Amazon KDP à l'occasion du concours des plumes francophones 2023. J'ai l'honneur de recevoir Charlotte Deleval, lauréate de l'édition 2022 et marraine et membre du jury de l'édition de cette année, en 2023. Les plumes francophones, c'est quoi ? C'est un concours d'écriture organisé par Amazon Storyteller, donc Amazon Kindle Direct Publishing ou Kindle Direct Publishing si vous voulez. La plateforme d'auto-édition d'Amazon, c'est un concours qui existe depuis 8 ans maintenant et qui récompense chaque année de nouvelles plumes indépendantes. Pour y participer, rien de plus simple. Vous avez un roman écrit en français, attention c'est important, pour l'auto-édition qui est prêt à être publié et vous allez le faire entre le 1er mai et le 31 août 2023. Donc cette année. À la clé, pour les finalistes, une tablette Kindle Scribe, la mise en avant de votre roman sur la plateforme, et pour le ou la gagnante, un prix de 10 000 €, la publication de votre livre sous format audio et un plan marketing de promotion pour votre roman. Bref, de quoi totalement changer votre carrière. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à poursuivre cette lecture et à écouter l'interview de Charlotte. Dans cet épisode, on parle de son parcours dans le monde de l'auto-édition, de sa saga, Les Bannis, de ses différentes casquettes qui l'aident au quotidien, de l'avant et après concours Amazon, mais également d'espions à la James Bond, oui, des vrais espions, d'invasion zombie et de belgicisme. Bonne écoute, on se retrouve tout de suite après. Bonjour Charlotte, comment vas-tu ? Bonjour, ça va et toi ? Ça va, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas encore ? Très bien, je m'appelle Charlotte, je suis donc autrice, vu que c'est le but de ce podcast, c'est de parler de ça, mais je suis aussi historienne, comédienne, guide touristique à mes heures perdues et maman de 2 enfants et ça, à temps plein, évidemment. À temps plein, ouais. Oui, donc tu as beaucoup de casquettes. En gros, tu es très Oui, oui. prise, si je comprends bien. Ok. Alors, avant de parler un petit peu de l'écriture et de parler de ton roman Les Bannis, en tout cas de la trilogie des Bannis, Mhm. je voulais parler un petit peu de lecture, parce que j'ose imaginer que tu es également lectrice, et je voulais Eh oui. connaître ton rapport à la lecture. Est-ce que tu as toujours lu ou est-ce que c'est venu tardivement ? Alors, j'ai commencé à lire très très jeune et je sais que j'ai beaucoup appris à la maison plus qu'à l'école, parce que je pense que j'ai un peu appris avant à la maison avec ma mère et mon père. J'ai retrouvé des livres d'enfants dans lesquels il y avait des mots soulignés que j'arrivais pas à lire parce que c'était ça que mes parents disaient, tu lis toute seule et puis tu soulignes tout ce que tu n'arrives pas à lire et puis on revoit ensemble. Donc je sais que j'ai lu très tôt. Et puis, donc j'ai lu les livres pour enfants, les livres de jeunes et je sais que, j'ai commencé très vite à lire des livres, pour adultes. Et là, je veux pas dire, des livres, X, tu vois? Genre un vrai livre pour adultes. Je sais que j'ai commencé, par un jour d'ennui chez ma grand-mère qui avait cette table basse qui était plus si basse parce qu'elle était recouverte de livres. Mais il y avait des livres, mais en pile, quoi. Et donc j'avais attrapé, par hasard un petit livre en me disant: «Bah, celui-là, il est tout petit, tout fin. Je suis sûre que je pourrais le lire pendant là, cette conversation d'adulte, qui m'ennuie». Et en fait, c'était Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb. Et j'ai lu ça pendant la discussion d'adulte. Est-ce que c'était totalement approprié pour mon âge? Probablement pas. Mais j'ai adoré et j'ai trouvé ça super intéressant et beaucoup plus chouette à lire qu'un livre pour enfants. Et donc, en fait, à partir de là, j'ai commencé à lire que des livres d'adultes. Beaucoup d'Éric Emmanuel Schmitt, d'Amélie Nothomb. Mhm. Et j'ai lu, je pense que j'avais 11 ans quand j'ai lu Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment lu beaucoup de livres très matures. Et j'ai eu ma période où j'ai replongé dans les livres enfants, adolescents, mais beaucoup plus tard, genre vers mes 18-19 ans. Là, j'ai recommencé à lire les livres plus jeunes et tout, et ce que j'ai adoré. Et puis, mon rapport à la lecture a énormément changé quand j'ai commencé à écrire.
Ça, j'en ai Mmh. un peu parlé sur Instagram, mais je ne sais pas lire en écrivant parce que j'ai un horrible mimétisme littéraire. Donc je vais adapter mon style d'écriture à ce que je suis en train de lire Mmh. et du coup, c'est plus mon style et c'est affreux et je déteste ça. Donc pendant que j'écris, je lis très peu ou alors je lis en anglais parce qu'alors du coup, OK. je j'imite pas le style. OK, très Voilà. intéressant. Et du coup, ouais, tu penses que c'est la barrière de la langue, qui te fait avoir un recul, par rapport à ton écriture? C'est ça, je pense que c'est plus difficile d'imiter un style dans une autre langue parce que allez, il y a vraiment une forte déconnexion du coup. Tandis que Mmh. quand je lis en français, je vois tout de suite le style, la manière dont les phrases sont construites et tout, et ça m'apprend beaucoup de choses. Évidemment, quand je lis des très grands auteurs, des gens très connus et tout ça, c'est chouette parce que j'apprends leur style, mais du coup, je perds le mien dans le leur. Et Mmh. c'est pas quelque chose que j'apprécie parce que aussi j'ai l'impression que c'est un peu une forme de plagiat, mais c'est pas Ouais. vraiment du plagiat vu que ça reste mon histoire, mais c'est leur style. Donc, Mmh. surtout ceux qui ont un style très prononcé, justement, comme Amélie Nothomb. Ça se voit directement si on copie, Mélie Nothomb, quoi. Et Effectivement. voilà. Et bah, j'ai une question, annexe, on va dire, parce que c'est un truc avec lequel j'ai un peu de soucis, c'est les anglicismes, parfois, parce que je lis beaucoup en Mmh. anglais. Donc est-ce que bon, du coup, tu vas pas copier, la plume ou le phrasé, mais est-ce que tu as des problèmes avec l'anglicisme quand tu lis en anglais et que tu écris en français? J'ai toujours eu des problèmes avec les anglicismes parce que je travaille en anglais et parce Mmh. que je parle en anglais avec mon mari, en fait, qui n'est pas francophone. D'accord. Donc j'ai de l'anglais constamment à la maison et c'est très particulier parce que je suis vraiment francophone, mes parents sont francophones et tout, mais il m'arrive quand j'écris de ne pas retomber sur le mot que je cherche en français et de devoir aller sur Google Translate, taper le mot en anglais pour le retrouver en français, quoi, le comble. Et c'est surtout difficile dans les dialogues. Les dialogues me Mmh. viennent instinctivement en anglais Mmh. et parfois quand je les traduis en français, ça me frustre parce que c'est pas la même chose, c'est pas le ressenti que je voulais donner. Donc là, j'ai des soucis parce que j'ai envie d'ajouter de l'anglais dedans, mais j'aime pas ça dans un livre quand il y a des mots en anglais, comme ça, qui Mmh. qui arrivent. Là, tu vois, j'avais envie de dire out of the blue, typique Mmh. quoi. Ça me vient en anglais, mais il faut que je me force à faire que du français parce que je trouve que c'est quand même normal quand on écrit en français, d'écrire tout en français. Ça me gêne de voir des mots en anglais dedans, sauf quand, par exemple, il y en a dans le livre des bannis, il y a des conventions qui sont citées ou des programmes et alors parfois le nom du programme est en anglais et il y a une traduction en français, mais les abréviations en lettres parfois sont les abréviations du programme anglais. Mais bon, voilà, ça c'est ma limite, on va dire. D'accord, OK, ouais, donc difficile à cadrer, je comprends. OK. Et donc tu parlais tout à l'heure de, bah, de ton commencement, niveau écriture. Est-ce que tu as été, bah, influencée par Amélie Nothomb et les autres auteurs qui t'ont poussée vers la lecture? Je pense que j'ai eu envie d'écrire grâce à Amélie Nothomb, très sincèrement, parce que j'ai tellement admiré son style, j'ai tellement admiré son vocabulaire et son phrasé, surtout dans ses premiers romans, ceux qui m'ont le plus touchée parce que j'étais plus jeune et c'était vraiment mon premier contact. Euh, mais du coup, oui, j'ai découvert Amélie Nothomb vers 11 ans, mais j'ai commencé à écrire que à ma sortie du NIF, donc ça a quand même pris du temps. Après, je dis pas, hein, j'étais très très adepte des rédactions à l'école et tout, Mmh. mais la vraie écriture, c'est venu que beaucoup plus tard. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de sauter le pas alors? Parce que bon, comme tu disais, tu avais les rédactions, en fonction de tes études, j'imagine aussi que tu avais beaucoup de choses à écrire. Mais qu'est-ce qui t'a poussé vers le: «OK, je vais écrire mon propre livre, je vais écrire de la fiction»? Euh, je Je me rappelle plus trop exactement, mais je pense que c'était parce que j'étais en train d'écrire mon mémoire. Et un mémoire d'historien, c'est hyper intense parce que ça doit être purement factuel. On peut pas mettre d'émotion dedans. On peut donner aucun qualificatif émotionnel à quoi que ce soit qu'on mentionne. Parce qu'on peut pas prendre on peut pas prendre parti en fait. Et je me rappelle que j'étais assez frustrée par ça parce que j'avais envie d'y mettre plus d'émotion parce que j'adorais écrire ce mémoire. Et du coup, j'ai commencé à écrire une histoire sur le côté où je pouvais y mettre toute l'émotion que j'avais envie. Et je pense que c'est peut-être ça qui a donné le déclic, parce que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment écrire en écrivant le mémoire, mais qu'il me manquait l'émotion. Et du coup, j'ai écrit quelque chose en plus.
OK, ça t'a fait basculer vers, un petit peu pour contrebalancer, la Je frustration, on pense va que dire, c'était ça, ouais. OK, d'accord, OK. Alors j'ai une question que je pose à tout le monde, par rapport au nom de plume, et je voulais Mmh. savoir si tu avais choisi un nom de plume ou si tu écrivais, sous ton vrai nom et pourquoi ce choix? Alors c'est vraiment une très bonne question parce que j'ai fait les 2. En fait, quand j'ai commencé à écrire, je gardais ça vraiment pour moi et je savais pas vraiment que j'écrivais un roman au début et puis après c'est devenu ce que c'était et je me dis: «OK, voilà, j'ai écrit un roman». J'ose pas trop en parler parce que ça fait bizarre de dire, «Ouais, j'ai écrit un roman», alors qu'en fait, il existe encore que sur mon ordinateur, quoi. Et puis, j'ai commencé à envoyer mon manuscrit aux maisons d'édition à mon nom et sont arrivés les premiers refus classiques de maisons d'édition. Et là, je me suis dit: «OK, je sais pas trop quoi faire. Maintenant, je suis bloquée avec ce manuscrit qui est fini et donc pour l'instant, personne ne veut». Et donc j'ai décidé de le confronter au lecteur et donc je suis passée par Wattpad. Mais là, vu que j'avais les rejets de maisons d'édition et que j'étais super timide, j'étais hyper mal à l'aise, je me suis dit: «J'ose pas le mettre sous mon nom. Parce que si c'est hyper mauvais, j'ose pas que ce soit sous mon nom». Et donc j'ai choisi un nom de plume et ce nom de plume, en fait, c'est Eustache Bear, donc Eustache ours, qui est en fait tout simplement le prénom de mon nounours d'enfance. Oh, Voilà, c'est trop celui qui mignon. était toujours avec moi quand j'étais petite, donc mon protecteur d'enfance et qui est devenu mon protecteur sur Internet en fait. Mmh. Et donc j'ai écrit comme ça sous le nom d'Eustache. Et puis après, je me suis lancée donc dans l'auto-édition et là, je me suis reposé la question: est-ce que je publie sous mon vrai nom ou est-ce que je publie sous le nom d'Eustache? Il y avait vraiment des arguments pour les 2 camps, notamment le fait qu'il y a quand même fort peu de femmes encore qui écrivent de la science-fiction, que c'est quand même un monde Mmh. d'hommes. Et il y avait l'idée, oui, bah, si je publie sous le nom d'Eustache, c'est un nom d'homme, peut-être que ce sera plus facilement accepté. Et puis je me suis dit: «Bah non, parce que c'est pas correct. Si le problème, c'est qu'il y a pas assez de femmes, en tant que femme, bah, je dois le publier en tant que femme, fatalement, Mmh. parce que sinon ça renforce le problème». Et puis j'étais fière de mon livre aussi finalement. Donc je voulais pas me cacher. J'ai décidé d'arrêter de me cacher et donc j'ai quand même publié sous mon propre nom. OK, Voilà. d'accord. Et comment a été la transition entre Wattpad, vu que tu voulais confronter, ton roman au lecteur et te dire: «Bon, bah, je vais le mettre sur, Amazon KDP, je vais, partir en auto-édition»? Bah, j'ai reçu des excellents retours sur Wattpad. Franchement, les gens étaient très positifs et j'adorais voir, parce que sur Wattpad, on peut commenter à chaque passage, en fait, chaque ligne presque. Et je voyais les gens qui commentaient, à chaque ligne et j'étais trop, impressionnée par ce genre de retour. J'étais hyper touchée. Je me suis dit: «OK, le contact lecteur passe super bien». Mais après la transition vers Amazon s'est pas faite directement. En fait, il y a eu, encore quelques essais de maison d'édition. Je me suis dit: «Bah, voilà, vu qu'il est aimé sur Wattpad, vu que les lecteurs aiment bien, ça vaut la peine». Donc je l'ai encore bien relu, bien corrigé, renvoyé aux maisons d'édition et là, j'ai eu des retours très positifs de maisons d'édition, vraiment qui disaient: «Ouais, on aime beaucoup, il y a juste ceci, cela», jusqu'à ce que je reçoive une réponse qui dise, «Alors franchement, on aime bien, on est chaud de le publier dans un avenir plus ou moins proche». Mmh. Et je dis: «Ouais, mais bon, ça veut dire quoi ça?» Parce que ça fait déjà quelques années que je suis occupée à réécrire, corriger, envoyer, attendre, parce que ça prend un temps fou d'attendre une maison Bien sûr. d'édition qui réponde, quoi. Et donc là, j'ai un petit peu perdu patience, j'avoue. Et c'est sous, l'impulsion de mon mari surtout qui m'a dit: «Bah, vas-y, fonce en auto-édition». Et là, je me suis dit: «Bah, allez, c'est peut-être le moment». Je sais qu'il y a un bon retour via Wattpad, je sais qu'il y a un bon retour des maisons d'édition puisqu'ils sont intéressés. J'ai plus de patience, et ben, je vais le faire moi-même. Et donc voilà. OK, très bien. Je comprends, le côté impatient. Quand on n'est pas dans le monde du livre, on pense pas que ça prend autant de temps d'attendre, C'est ça. 3, 4, 6 mois, voire 1 an pour des, bah, retours et après si on signe un Ouais, contrat, on repart pour 1 an ou plus, 2 c'est ça. peut-être, p avant d'être publié donc en auto-édition, au moins, on fait notre tambouille. Si tu as envie de sortir un livre en 3 mois, tu peux donc c'est on est plus maître de notre emploi du temps, quoi, tout simplement. Tout à fait. Alors, avant de continuer, est-ce que tu pourrais nous pitcher, ton roman Les Bannis, les premières pierres et donc la trilogie des Bannis? Ouh! Alors, Les Bannis, ça se passe sur la planète Ilir.
Elle a été colonisée par les terriens. Ils sont installés là depuis une petite centaine d'années. Tout se passe super bien. Sauf que, en fait, ça se passe plus si bien. Petit à petit, les autochtones, donc les Illyriens, commencent à se rebeller contre la présence terrienne. Et il y a vraiment des tensions qui se créent jusqu'à l'étincelle qui fera tout exploser. Et on découvre le roman et les événements dans une version polyphonique, c'est-à-dire qu'on va suivre deux terriens, un illyrien et une métisse, mi-terrienne, mi-illyrienne. Ok, Voilà. très bien. Alors, une question par rapport à la cible, parce que c'est de la science-fiction young adulte, et comme tout à l'heure tu disais que bah, tu as grandi avec des livres plus adultes, pourquoi avoir Mhm. choisi une cible jeunesse? C'est une bonne question. En fait, je pense pas avoir écrit avec une cible en tête, ce qui est peut-être Mhm. une erreur, je ne sais pas. Mais j'ai écrit vraiment ce qui me venait en tête. Et alors, j'ai quand même reçu des retours positifs d'un peu toutes les catégories d'âge. Donc, je pense que ça plaît à tout le monde, pas que les young adultes. Je pense pas que ce soit vraiment trop adolescent pour un vrai adulte, entre guillemets. Mais j'aime bien l'idée de cibler les plus jeunes parce qu'il y a derrière quand même une volonté d'apprendre l'importance de l'histoire, d'apprendre l'importance de l'esprit critique notamment, surtout à travers le récit polyphonique. Et je pense que ça doit s'apprendre le plus tôt possible parce qu'on vit dans un monde où on a un accès tellement facile à l'information, mais on n'a pas assez, je trouve, d'apprentissage face à l'information, face à cette énormité de l'information. Et donc, il faut vraiment apprendre l'esprit critique. Et je trouve qu'il faut aussi apprendre l'histoire pour comprendre le présent et potentiellement prévoir l'avenir. Donc voilà, c'est pour ça que les jeunes, c'était quand même important pour moi. Ok. Bah, je vais du coup rebondir parce que tu parles d'histoire sur le fait que ton roman Mhm. est bah, c'est de la science-fiction historique, ce qui peut paraître un peu paradoxal au début si on met les deux ensemble. Et donc, qui touche à diverses thématiques. Tu parlais notamment de colonisation pendant ton pitch. Mhm. Donc, comment tu as pu explorer un petit peu ces thèmes que nous connaissons d'un point de vue historique sur Terre? Ouais. Alors, j'avais envie d'aborder ces thématiques parce qu'en fait, finalement, elles sont universelles et intemporelles. Si on parle de colonisation à qui que ce soit dans le monde, il va connaître et il va y associer quelque chose. Alors, en tant que Belge, moi je pense au Congo, mais il y a plein d'autres versions de colonisation. On pense à Christophe Colomb, mais il y a aussi tout à fait le côté asiatique. Donc en fait, c'est universel dans ce sens-là. Et puis c'est intemporel parce que c'est arrivé à chaque étape de l'histoire. Il y a déjà rien que les Vikings qui ont fait ça, et encore maintenant, il y a une forme de colonisation aussi qui se fait, même si on décide de plus trop utiliser ces mots-là parce que justement, ils sont assez fort teintés. Et c'est pour ça que dans le livre, il n'y a aucun moment où je fais référence à la colonisation. Je parle d'installation. Mhm. Euh, mais c'est effectivement des thèmes qui reviennent tout le temps. Et je trouvais ça intéressant d'en parler sans prononcer les mots, euh, pour justement plus travailler la thématique générale et donc la laisser dans ce côté universel et pas la piner comme ça sur un pays ou sur une époque spécifique. Il fallait que ce soit juste la thématique et donc que n'importe qui, n'importe où puisse se sentir connecté à cette histoire à travers un passé commun en fait. D'accord. Donc comme tu parles de passé commun, ce que je trouvais très intéressant, pendant que tu faisais la promotion de ton roman, donc j'ai pu regarder deux trois interviews, c'est que tu te Mhm, posais la question si l'histoire, donc l'histoire avec un grand H, était mhm. vouée à se répéter. C'est difficile comme sujet, je trouve, d'apporter une réponse en tout cas. Donc est-ce que tu as, comment dire, déroulé un peu ce fil rouge dans ton roman? Est-ce que tu laisses la question sans réponse? Je pense que dans le roman, j'ai clairement le parti pris que oui, l'histoire se Mmh. répète.
dans le sens où, de nouveau, on fait face à la colonisation, de nouveau, on fait face à une ségrégation raciale, de nouveau, on fait face à des ghettos, on fait face à des principes comme le terrorisme, le fascisme, l'impérialisme. Parce que je pense sincèrement que ce genre de choses se répètent parce que c'est ancré dans l'humain, puisque ça s'est déjà répété encore et encore dans notre histoire. Je pense on est comme ça en tant qu'humain, et on se dit à chaque étape de notre évolution et de notre histoire, plus jamais. On s'est dit ça après la Première Guerre mondiale, on s'est dit ça après la Deuxième Guerre mondiale, et pourtant les guerres recommencent. Et c'est pas parce qu'elles sont pas au même endroit qu'elles ont arrêté d'exister. Donc il y a une répétition des événements, jamais pareil et pourtant toujours pareil. Il y a toujours des mêmes liens communs, c'est toujours guidé par la peur de l'autre, la peur de l'inconnu, le côté je vais taper d'abord comme ça, on parlera après, et finalement ce genre de choses se répètent. Donc je pense que l'histoire est vouée au recommencement, mais le but de l'histoire, avec le petit h, donc le but de l'histoire du livre, c'est aussi à travers cette exploration des thématiques, de montrer quels sont les signes précurseurs des événements. Comme ça, on peut comprendre ce qui risque d'arriver et potentiellement, on peut l'arrêter. Parce que effectivement, les choses n'arrivent pas de but en blanc. Il y a toujours des signes précurseurs, mais c'est très difficile de les voir parce que eux diffèrent souvent. Il y a toujours un lien commun, mais on va plus de nouveau avoir quelqu'un qui va dire que le problème c'est les Juifs. A priori, ça c'est fait, ça n'arrivera plus parce qu'on a vu ça et donc on va vouloir l'arrêter. Mais quel sera le prochain problème? Qui sera la prochaine cible? C'est ça la grande question. Mais la manière dont on va arriver à dire que ce groupe social est la prochaine cible va probablement arriver avec les mêmes petites étapes qui ont apporté finalement les atrocités de la Seconde Guerre, quoi. D'accord. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans la façon dont tu as travaillé ton roman, c'est que tu as fait beaucoup d'investigations et beaucoup d'interviews. Mhm. Donc, tu as par exemple interviewé Tony China, qui est un ancien agent du renseignement sud-africain, ce que je trouve Ouais. assez impressionnant. Donc, comment tu as préparé ces rencontres? Parce que voilà, tu disais dans des interviews que c'était pour préparer un petit peu la psychologie de tes personnages. Certains de tes personnages étaient passés par les mêmes étapes ou avaient un parcours de vie similaire aux personnes que tu as interviewées, mais comment tu es arrivé à interviewer presque un espion finalement? Je me pose encore la même question. Donc oui, effectivement, je voulais développer des personnages qui allaient créer la rébellion. Donc les premiers rebelles, j'avais besoin de personnes qui aient des connaissances en termes d'entraînement militaire et de planification de guerre et tout ça. Et j'avais rencontré Tony par hasard au Vatican. C'est encore un tout autre sujet, on va pas en parler maintenant parce que ce serait trop long. Bon, voilà, je pense pas que ça reviendra chez Tony ce que je dis là, mais c'était un petit peu un dragueur quand même. Et il se trouve que dans le contexte où on était, j'étais parmi les rares jeunes filles, et donc je pense que ça lui a plu de venir m'impressionner avec ses histoires. Et de fait, j'étais impressionnée par ses histoires, tout simplement. Et on a échangé nos numéros, et je l'ai un jour recontacté, de but en blanc, sur WhatsApp, en disant, écoute, j'écris un livre. On s'est plus vu depuis plusieurs mois, mais est-ce que tu serais d'accord de me parler de toi et de ta vie? Et à ma plus grande surprise, honnêtement, il m'a dit oui, bien sûr, vas-y, ramène-toi à Londres, on va se faire une bouffe. Ok. Et donc j'ai pris le train pour Londres. Je suis arrivée dans ce petit resto, il m'avait donné rendez-vous. C'était assez marrant parce qu'il y avait tout ce mur couvert de photos de personnalités. Il y avait des acteurs, il y avait des politiciens et tout, et il y avait lui. Et moi, je savais pas du tout que c'est quelqu'un de connu, quoi. Donc, j'étais hyper surprise parce que le serveur, je lui dis, ouais, j'ai rendez-vous avec Tony China. Il me fait, ah, ce mec-là, en pointant le mur de photos. Je dis, oui, ok. Et donc, j'arrive à ma table, je me prends un petit verre de vin pour, tu sais, les nerfs. Et là, il m'envoie un petit message en disant, ouais, je suis en retard, mais je viens avec un pote. Je dis, ok, bon, pourquoi pas. Et ben, son pote, c'était Simon Mann. C'est un mercenaire britannique qui a fait de la prison en Afrique. Le gars assez connu en fait quand on connaît le monde des mercenaires, que moi je connaissais pas, hein. Mais donc moi je vois juste arriver le gars, le British, super poli, super gentil, super gentleman et tout. Et je lui dis ah bah voilà, moi je suis là pour parler un peu avec Tony parce que j'écris un livre. Et le mec il me regarde tranquille, il fait oh
Moi aussi, j'ai écrit un livre quand j'étais en prison. OK. Il Ambiance. fait: «Ouais, ouais». C'est ça, j'étais juste estomaquée, quoi. Et je fais: «Bah et pourquoi t'étais en prison? Enfin, si je peux me permettre?» Il fait: «Ah ouais, parce que, voilà, j'avais fomenté un coup d'État et puis ça a arrêté, on s'est fait tous arrêter sur le tarmac en Guinée». OK. OK. J'étais complètement choquée, quoi. Et donc il m'a un peu raconté ça. Après j'ai lu son livre qui est aussi disponible sur Amazon, Cry Havoc, qui raconte un peu toute sa vie de mercenaire en Afrique. C'est hyper impressionnant, c'est hyper violent. Et donc en fait, ouais, cet homme, british super, poli et tout, n'est pas, si sage que ça, quoi. Mhm. Donc mais très sympa, très, très sympa. Et on a aussi prévu de se revoir pour l'écriture de tome 2. Voilà. D'accord. Ok. Tu vois, c'est ça où l'écriture, elle t'amène dans des, dans des situations. J'ai l'impression que tu me Clairement. parles de James Bond, tu vois, genre du Ah British mais vraiment? dépassé. Mais attends, tu googles Tony Shina, le mec, quoi, mais c'est incroyable. Alors, non seulement il est effectivement dans les renseignements et tout, il est un hyper haut gradé dans l'entraînement militaire. Il a été mannequin. Bon, pas pour rien, il a quand même une vachement belle gueule. Et il est acteur de cinéma. Tu peux voir ses films sur Netflix. Genre, il fait tout, quoi. C'est Oui, Et c'est moi, James je l'ai Bond. rencontré. Je suis encore super choquée, quoi. Mais cette nuit à Londres, où je les ai rencontrés, c'est honnêtement, jusqu'à présent, dans mes petites 32 ans de vie, la soirée la plus dingue que j'ai passée, quoi. C'est Mhm. cette soirée-là, on a fini par rencontrer un chanteur italien qui s'est posé à notre table. Il y a eu le proprio du restaurant qui est venu s'asseoir avec nous et qui avait des histoires de dingue aussi. Je sais pas si le mec était hyper clair et tout. Enfin, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, quoi. C'était extraordinaire. J'ai adoré, adoré. Ce qui est bien, c'est qu'un jour, tu pourras écrire un livre ou un scénario de film, peut-être, Ah sur ouais, comment tu as écrit ton livre avec toutes ces histoires et tous ces personnages c'est qui ça. te racontent leur mission secrète, ou pas si secrète d'ailleurs. Non, non, c'est sûr que ils m'ont donné beaucoup de matériel juste dans leur personnalité, quoi. Même Mhm, outre tout ce qu'ils m'ont raconté, juste qui ils étaient était déjà vachement intéressant, quoi. mhm. Ok. C'est très difficile de rebondir après ça. J'ai trop envie de te poser la question sur le Vatican, mais peut-être que tu n'as pas le temps de nous expliquer. Oh, mais ça n'a rien à voir avec D'accord, l'écriture ni d'accord, rien, donc très bien, c'est très bien. moins fun. Ok, ça marche. Donc, sur un côté un peu moins, on va dire, j'allais dire un peu moins fun, mais un peu plus classique, je vais parler Ouais, d'Instagram. Parce OK. que sur Instagram, tu disais que une des difficultés, avec grand guillemets, de la correction de ton roman, c'était de corriger les belgicismes. Ah oui. Et je voulais savoir comment tu avais retravaillé ton texte, parce que c'est vrai que, bah, bon, moi je suis francophone française et j'aurais pas imaginé. Je sais que forcément on a tous un argot différent, mais quand on regarde la littérature francophone, on n'imagine pas qu'il y a un travail, on va dire, pour lisser et que tout le monde puisse comprendre. C'est ça. Oui, bah alors, moi, je suis la bonne Belge de Bruxelles. Je sais qu'on a des belgicismes et j'en connais certains. Par exemple, je sais que j'allais jamais écrire dans mon livre, ouais, il a mangé une couque sous la drache parce qu'a priori, c'est pas quelque chose qui se comprend en France. Mais il y a plein d'autres belgicismes où je savais pas que c'était des belgicismes. Par exemple, dire que quelqu'un s'est encouru face au danger. Nous, on dit ça. Il est parti en courant, quoi. En D'accord. France, apparemment, c'est un risque encouru, mais il y a personne qui s'encourt. Mhm. Moi, je savais pas. Donc ça, c'était resté dans le livre. Et alors, évidemment, oh, des chiffres. Moi, ça me brisait le cœur d'écrire un 70, quoi. Juste, non, c'était pas possible. Donc, Mhm. j'ai dû changer certains chiffres pour rester dans les 60 ou dans les 80, mais pas aller dans mais 70 et 90, quoi. C'était pas possible. Mhm. Mais du coup, quand j'ai commencé la correction du livre, je me suis bien sûr dirigée vers une correctrice française. Parce que on va pas se leurrer, finalement, c'est ça qu'il faut, quand on publie en français, ça doit être du français, français de France, quoi. D'accord, ok. Et ça t'a pas... Parce que, bon, j'imagine que ça aurait été un parti pris. Est-ce que tu penses que ça aurait un peu coupé ou freiné la lecture de certaines personnes? Ça aurait vraiment été un obstacle? Parce que c'est comme quand on dit qu'il y a un anglais américain et un anglais
anglais. C'est ça. Mais les Mais marchés anglais sont déjà grands d'eux-mêmes. mmh, Le marché belge francophone est quand même très petit. mmh, Du coup, si je voulais quand même sortir du marché belge francophone et aller sur le marché francophone mondial, donc pas seulement la France, hein, on compte la Suisse et puis tous les pays francophones d'Afrique et tout. Là, aller commencer à parler de drash et de trucs skive et de 90, c'était plus difficile, quoi. mmh, Je pensais que pour permettre au livre de prendre le plus d'élan possible, il fallait qu'il soit en français. Après, si je deviens super connue un jour en tant que belge auteur, et là, je pourrais me permettre peut-être d'écrire un livre en belge. Mais mmh. dans ce cas, je pense pas que j'irais vers vraiment une grande histoire de fiction. Je pense que ce serait plus un petit livre, peut-être tiré vers l'humour et tout, qui serait en bon vrai belge et qui serait potentiellement incompréhensible sans petit astérix de traduction en bas de page, quoi. D'accord, ouais, donc plutôt un contemporain, une comédie. C'est ça. Ça peut être une idée, ça peut être une idée pour plus tard. Pourquoi pas? Ok, à explorer. Bah, pour la sortie de ton premier livre, tu es passé à la télé et tu as également organisé une soirée de lancement. Ce que je trouve Ouais. très 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 cool parce que on voit souvent ça du côté du monde anglophone, mais moins francophone, surtout en Mmh. auto-édition et pour un premier roman. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de ces expériences, comment ça s'est organisé un petit peu tout ça? En fait, je pense que j'ai tellement saoulé mon entourage à dire que j'allais sortir mon livre, sans le sortir, puisque j'attendais toujours des réponses, maison d'édition, que le moment où il était là, je me suis dit: «Bah, autant, prévenir tout le monde à la fois». Vu qu'on avait quand même passé, les années covid, tout seul chez soi, je dis: «Bah, autant faire une fête», puisqu'en fait, ça manque à tout le monde. Donc voilà, j'ai loué une salle, pas hyper grande, pas hyper petite et puis on a invité des copains et on a fait une chouette soirée, c'était rigolo quoi, c'était sympa. Après ça a marché beaucoup mieux que je ne pensais. Je pense que j'ai vendu 75 livres, 75 livres ce jour-là. Et avec toutes les dédicaces et tout, c'était mes premières dédicaces, c'était trop chouette. Après, c'était plus facile parce que c'était des copains. Donc, je devais pas chaque fois demander l'orthographe de leur prénom et tout. Mais comme ça, c'était fait. Tous les copains, les copains des parents et tout ça étaient là. Ils ont tous eu leurs livres et c'était très chouette. Après, pour un petit passage à la télé, c'est une émission quand même, oui, qui a son audimat, mais qui n'est pas non plus. Enfin, je vais pas passer au JT, quoi. Mais c'était sympa, mais en fait, il se trouve que c'était celui qui présente l'émission, c'est un collègue de mon mari. Et donc, quand il lui a parlé de ce que je faisais, il était intéressé parce que normalement, il interviewe tous des gens qui font des startups. Mmh. Et puis, il s'est dit, en fait, finalement, un auteur indépendant, c'est une forme de start-up. On n'en parle pas beaucoup, mais finalement, c'est vraiment ça. Tu crées ta petite société autour de ton livre, mais c'est quand même une société, quoi. Il faut vendre, il faut marketer, il faut en parler. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et donc, finalement, il m'a interviewé plus sur cet aspect-là, Mmh. sous la casquette auteur indépendant, donc chef d'entreprise, mini-entreprise, mais voilà. Et c'était assez intéressant, c'était sympa. Ok, très bien. Alors, avant de continuer, j'ai l'habitude de faire une micro-interview interlude. Donc, c'est un peu l'interview Inception, tu vois, genre interview dans Ok. l'interview. Et je change à chaque saison du podcast. Donc, j'ai déjà fait un petit peu du tac au tac, j'ai fait portrait chinois. Et je voulais savoir si tu serais d'accord pour lancer le nouveau concept avec moi, qui Ouh, serait donc l'interview catastrophe. Donc, je te donne une ok. situation catastrophe et tu me dis ce que tu ferais dans cette situation. Ok, ok, ok. Tout va bien. Je te donne un exemple, et on n'en Mhm, fait que deux de toute façon. Mais par exemple, s'il y a le feu chez toi, tu peux sauver que trois choses, trois objets. Ta famille est saine et sauve. Qu'est-ce que tu sauves? mhm. Mon téléphone, parce qu'il y a toutes les photos dessus. Papapam. Mon sac à main, parce qu'il y a tout ce qui est utile dedans. Et vu que ma famille est déjà en sécurité et que j'ai mes photos avec moi, qu'est-ce que je sauverais de plus? Les doudous de mes enfants. Mhm. C'est Très important. irremplaçable. Mm. Ok. Et la deuxième situation catastrophe, une attaque de zombies éclate. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu voles à la supérette avant de te barricader chez toi? Je sais même pas si je survivrai jusqu'à la supérette, mais On va dire que t'es super préparé. Il te manque juste l'équipement à la supérette. des médicaments pour enfants. Je suis désolée, mais il y a le côté Non maman mais qui tu, ressort à non mais tu as 2000%, raison, mais c'est très important. ouais, et le lait en poudre, quoi. Euh, c'est ça, du lait en poudre et des médicaments pour enfants. Et comme ça, t'es prête pour un siège. C'est bien. C'est ce qu'il faut. En tout cas, ouais, c'est eux d'abord, et puis
puis on verra. Mais t'as raison. Ok, très bien. J'arrête la torture. Non, C'est une non, ça va. situation catastrophe. C'était pas Euh, si dur que ça. non, ça va. Tout de suite, ça fait peur quand tu dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Mais non, je suis pas méchante dans mes questions normalement. Non, non. Et donc, je voulais également rentrer dans le vif du sujet et parler évidemment du concours des plumes francophones avec Mhm. Amazon KDP, Amazon Storyteller, parce que tu as remporté la 7e édition du concours, donc l'année dernière, l'édition 2022, avec ton roman, ton premier roman d'ailleurs, Les Bannis, les premières pierres. Quelles ont été les étapes du concours pour toi? Comment ça s'est déroulé? Je pense que j'avais entendu parler du concours par Jupiter, et puis c'était resté dans un coin de ma tête, et puis j'ai oublié. Et je me suis retrouvée en fait à vouloir publier mon livre aux alentours de Noël, donc avant, j'ai publié en juin, et donc c'était Noël d'avant. Et je me suis dit, enfin tout le monde m'a dit en fait c'est une très mauvaise idée de publier à Noël, il y aura trop de gros livres qui vont sortir à ce moment-là et tu vas te perdre dans la masse. Prends ton temps et publie plutôt à l'été. Donc je me suis dit ok, je vais attendre. Et puis finalement ça a pris un temps fou pour avoir ma couverture. Enfin bref, il y a eu plein de soucis. Et donc je me suis dit ok, je suis prête, je vais publier en juin, super et tout. Et là c'est une autre autrice d'Instagram qui m'a dit ah mais si tu publies maintenant, bah, inscris-toi au concours. J'ai complètement oublié. By the way, c'est Aline, l'autrice de Gamma 212 que je recommande vivement. Et là, je me suis dit, ah bah oui, bah ok. Voilà. J'ai publié mon petit livre, j'ai mis dans les mots-clés le truc du concours. Je me suis dit, il n'y a aucune chance que ça marche. C'est mon premier livre, je sais pas ce que je fais, mais vu que je peux, pourquoi pas le faire? Et Mhm. donc ça a été juste ça, quoi. Ok, juste rentrer dans la deadline et croiser Voilà. les doigts, en gros. C'est Le ça. Il travail s'est se fait en trouvé que amont, j'étais prête. finalement. Voilà, c'est ça. Il s'est trouvé que j'étais prête à publier pendant l'été, ce qui était en fait finalement le moment pour s'inscrire. Donc c'est juste bien tombé en fait. Mhm. Ok. Comment tu as appris que tu étais finaliste? Parce que en fait, c'est facile de s'inscrire. Voilà, tu rentres Mhm. un petit hashtag dans ta fiche de publication, etc. T'envoie un mail pour dire que tu es inscrite. Mais après, c'est quoi les prochaines étapes? Comment tu as su? Ah, ok, je passe à l'étape suivante avec le jury. Alors il me semble qu'il y avait marqué que les candidats qui seraient finalistes seraient révélés en septembre. Mhm. Septembre se passe et rien. Et je me dis, bah oui, bah, c'est normal. Évidemment que je suis pas finaliste. Voilà. Et je me rappelle très bien du jour où j'ai reçu l'appel parce qu'on était en route pour un mariage. J'étais sacrément enceinte et on était, je pense, mais vraiment le dernier jour de septembre. Et je reçois un appel d'un numéro français, ce qui pour moi, du coup, n'est pas commun. Et donc, j'étais en voiture avec mon mari, je fais, tiens, c'est un numéro français, il fait pas ici, décroche, on sait jamais. Et là, il y a une petite voix qui fait, bonjour, je vous appelle parce que de Amazon KDP. Je me dis, merde, il y a un problème avec mon livre. Mais vraiment, quoi, j'avais pas du tout, enfin, Mhm. pour moi, c'était déjà en dehors de ma tête, quoi. Il dit, vous êtes finaliste. J'étais là, genre, oh. Je me rappelle, j'ai tapé mon mari, c'est comme ça qu'il conduisait, j'étais là, genre, et, et puis dans ma tête, j'étais là, genre, ouais, je suis finaliste, mais sur combien de finalistes, quoi? Il y en a quoi, 50? Il y en a 5. Waouh! Donc, j'étais complètement choquée, quoi, parce que j'avais vraiment aucun espoir à ce moment-là. J'étais super choquée et tout. Et c'était genre la meilleure nouvelle. Et j'étais du coup hyper motivée sur la piste de danse à ce mariage, malgré mon bide énorme. T'as tout Donc, donné. non, c'était chouette. Ah ouais, non, j'étais contente. Donc, ouais, c'était une énorme, énorme surprise. Mhm. Ok. Et donc après avoir appris à être finaliste, il y a une cérémonie de clôture où Mhm. on révèle donc le grand gagnant, le lauréat du titre de l'année. Et donc Ouais. c'était toi. Donc est-ce Ouais. que tu t'y attendais ou pas? Est-ce que tu croisais les doigts ou tu te disais plutôt, bon, je suis arrivée jusque-là, c'est cool, mais voilà, c'est fini. Bah, évidemment, je croisais les doigts. Après, j'avais lu les autres livres qui, en fait, étaient très bons aussi, donc c'est un petit peu, j'étais là genre: «Ouh, la compétition est solide» et mais alors ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'ai failli pas venir à cette cérémonie parce que j'étais donc très enceinte et j'avais été à mon rendez-vous de contrôle chez mon gynécologue qui m'a dit: «Ouais, moi, je vous déconseille quand même d'y aller parce que, on va pas rentrer dans les détails gynécologiques, mais parce que vous êtes un peu trop proche du terme et donc Hmm. les émotions, machin et tout, je déconseille». J'ai dit ça à mon mari, je dis: «Ouais, bah, je vais pas y aller, peut-être tu devrais y aller tout seul à ma place, je sais pas». Puis le matin même, je dis: «Non, c'est trop bête, je me sens hyper bien,
chaud, on prend un billet de Thalys, on y va. Et je suis arrivée à la gare de Paris avec énormément de contractions. Je dis merde, la Oh boulette. non. Et puis ça s'est calmé. Je suis arrivée au bar où il y avait la cérémonie et tout. Je dis bonjour à tout le monde et je dis bon, je vais m'asseoir sur ma petite chaise et je me pose quoi, et je me repose. Et là c'était super chouette parce que du coup j'ai rencontré un peu tout le monde et c'était trop gai. Et puis effectivement voilà, il y a eu l'annonce que j'avais gagnée et là, waouh, juste trop bien quoi, l'émotion à fond et c'est super chouette. Et puis, et puis le soir même, on était censé rentrer à Bruxelles pour limiter les risques. Le Thalys est resté bloqué 6 heures sur les voies, a fait demi-tour sur Paris. On a dû passer la nuit à Paris. Et ma fille est née 5 jours plus tard. D'accord, Donc, je ok. Donc, pense, t'étais ouais, vraiment tu vois, les au petites bout du émotions bout. quand même. Donc, Ok. voilà. Ok. Ouais, c'était limite, quoi. C'était tout pile. C'est- Tu pouvais C'était pas. limite, ouais. Bon, c'est que ça devait se faire comme ça. Voilà, je regrette pas pour le coup, là, c'est sûr. Mais heureusement, tout s'est bien passé. Heureusement, j'ai pas accouché dans le train, quoi. Le bout, ça aurait Oui, été avec atroce. 6 heures Mais... sur les voies, ouais, ça aurait été particulier, on va dire. Trop d'émotions d'un coup C'est en ça. 24 heures. Tous les autres Ok. passagers qui venaient me voir, oh madame, on a vraiment cru que vous alliez accoucher dans le train. J'étais genre, ouais, 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 moi aussi. D'accord. Et donc, comment s'est passé l'après-concours pour toi? Donc, à part, voilà, ce passage de stress de train et ton accouchement, on va dire du point de vue écriture, donc du point de vue, bah, notamment communication, comment ça s'est passé pour ton roman après le concours, après le titre? Alors, je veux dire que au niveau momentum dans la vie, ça s'est tellement pas bien mis, quoi. D'avoir Mmh. le prix, tu te dis, il faut rebondir, il faut bouger et tout. Et en fait, non, quoi, t'es à l'hôpital en postpartum et t'es morte crevée, quoi. Donc ça, c'était un peu dommage, parce que j'ai pas du tout pu profiter avec des retombées du concours de manière très active et très Mmh. réactive. Mais je trouve qu'Amazon a fait pas mal de chouettes choses pour moi, donc ça c'était très gai, très sympa. Toutes les personnes avec qui j'ai eu contact, très sympa. Il y a eu évidemment les petites interviews dans la presse. Il y a eu euh, la comment ça s'appelle, une espèce de banderole comme ça qui est apparue avec mon livre sur Amazon Livre. Mmh. Quand tu cliques juste sur livre, le mien est tout au-dessus. Il y a eu comme ça pas mal de petites choses. Et puis, bah, maintenant, cette interview, enfin, ce podcast, enfin, plein de petites choses qui se sont mises pour aider au marketing. Donc, c'est quand même vachement sympa parce que c'est vrai que vu que j'avais pas du tout la tête à ça moi-même, c'est Mmh. quand même super chouette qu'Amazon ait proposé plein de choses que j'ai pu attraper au vol et profiter de ça. Ça, c'est quand Ouais, même pour la très... mise en avant, quoi. Mmh. Voilà. Et est-ce que tu as pu travailler sur le livre audio? Parce que je sais que ça fait partie aussi de ce qui peut être mis en place, mais j'ose imaginer que ça prend du temps aussi. Donc est-ce que tu as pu avoir un regard sur ça? Je me rappelle qu'ils ont effectivement envoyé un email en proposant le contrat, mais je pense que c'était vraiment au moment de l'accouchement. Mhm. Et j'ai complètement oublié, mais genre complètement oublié quoi. Et je leur suis revenue, mais genre 3, 4 mois après en disant pardon, complètement oublié. Et donc voilà, j'ai retardé tout le processus quoi, clairement en étant complètement à côté de mes pompes. Et donc là, j'ai signé le contrat avec Audible il y a une semaine ou deux. J'ai plus trop de nouvelles, tiens, d'ailleurs, il faudrait que je revoie de ce côté-là. Mais je suis assez excitée pour cette idée, je trouve ça trop chouette parce que c'est vrai que moi j'adore lire dans un livre, mais je sais que par exemple mon petit frère il lit pas, il écoute. Donc je pense qu'il a même jamais lu mon livre, tu vois. Donc ce serait super chouette qu'il soit en Audible, comme ça mon frère pourra enfin découvrir mon livre. Il aura Mais plus oui, d'excuses. c'est ça, c'est ça. Et puis je trouve que c'est super chouette de pouvoir écouter un livre. Donc ce serait trop bien qu'il y ait le mien aussi, c'est sûr. Très belle opportunité aussi. C'est sûr, totalement. Maintenant, tu as un peu la passation parce que cette année, tu fais partie du jury, notamment aux côtés Ouais. de Jupiter Phaeton dont tu parlais tout à l'heure. Comment Mhm. tu abordes ce nouveau rôle? Parce que tu passes de, du coup, lauréate à marraine. Ouais. En fait, je trouve ça super gai pour deux raisons. D'abord parce que je trouve ça trop chouette de passer le flambeau au prochain, vu que moi je me rappelle à quel point c'était tellement chouette pour moi. Donc, j'ai trop hâte qu'il y ait une nouvelle personne qui ressente ces émotions parce que c'est tellement gai et de pouvoir participer à ce choix et d'être
là, quand cette personne va recevoir son prix, moi, je trouve ça trop gai. Aussi, j'adore le backstage. J'adore voir ce qui se passe derrière, en coulisses, comprendre comment ça marche et tout. Le seul truc, c'est qu'apparemment, j'ai appris que la révélation des finalistes, enfin, j'ai connecté, tu vois, parce que je suis un peu lente parfois, que si les finalistes sont révélés en septembre et le gagnant en novembre, c'est super vite. Donc, il faudra que je lise les livres super vite. Mhm. Et là, ça me stresse un petit peu parce que j'étais une lectrice très rapide, très avide et ça m'aurait pas du tout stressé. Et puis là, par contre, avec les 2 enfants, ça va être chaud boulette. Mais ça va se faire, ça va se faire. Mais j'ai hâte, ça va être rigolo. C'est un chouette challenge pour moi de pouvoir lire, retrouver cette vitesse de lecture que j'avais à l'époque. Mhm. Donc, non, je suis assez excitée. Ça va être rigolo. Ouais, tu vas pouvoir faire un plan d'attaque pour chaque C'est livre, ça. les finalistes, semaine après semaine, pour avancer. C'est ça. OK, Ce qu'il faut aussi, il faut respecter leur travail, tu vois? Je peux pas bien survoler sûr, leurs livres, c'est pas tout à sympa, fait, donc ouais. il faut que je m'accorde vraiment bien le temps et tout. Je vais m'organiser, je trouve des baby-sit et tout, comme ça je peux vraiment me focaliser à fond dans le livre parce que je trouve ça quand même, très important. Il faut respecter le travail des auteurs. Tout à fait, tout à fait. Je voulais revenir un petit peu sur tes différentes casquettes parce que, bah, tu disais tout à l'heure, voilà, tu es historienne, tu es également comédienne et Mmh. guide touristique. Tu fais plein, plein de choses. Est-ce que ce sont des casquettes, qui t'aident, par rapport à ton occupation, d'écrivaine? Est-ce que ça va t'inspirer au quotidien? Est-ce que ou au contraire, des fois, ça te met un peu des bâtons dans les roues parce que tu as plein de choses à faire? Comment tu trouves un équilibre? Bah, bon, le côté historienne, ça fatalement, ça m'aide beaucoup parce que c'est toute la passion, c'est toute l'inspiration derrière, le livre et les livres. Toute la trilogie va être inspirée de l'histoire. Le côté comédienne, je pense que ça m'aide pas mal parce que, vu que j'ai énormément dû travailler avec un texte et en déduire des émotions et jouer les émotions, je trouve ça super intéressant d'être à l'inverse et de devoir prendre des émotions et les retranscrire en mots. Hem, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Ouais. je trouvais ça intéressant comme concept inverse quoi, de travailler à l'inverse. Et puis guide touristique, voilà, ça, c'est plus un conflit, en termes de temps. Mais c'est chouette, je rencontre aussi plein de personnes dans les tours qui, du coup, parfois m'apprennent des choses et puis c'est différents physiques, différentes personnalités qui sont parfois inspirantes pour, créer des personnages. Mais c'est clair que quand je travaillais en tant que guide, j'écrivais sur le côté et en fait, je trouvais ça tellement chouette de guider. J'ai tellement adoré ce boulot qu'en fait, je travaillais trop en tant que Mmh. guide et du coup je donnais pas assez de temps à l'écriture et donc c'est bien entre guillemets que Covid soit arrivé dur mais parce que ça m'a forcé en fait à me focaliser entièrement sur l'écriture puisqu'évidemment il y avait plus de guide touristique pendant le Covid quoi Mmh. donc là j'étais 100% à l'écriture et c'était bien parce que ça m'a donné le coup de fouet final pour enfin oser passer à l'auto-édition et assumer que mon livre était fini, quoi, que j'allais plus le corriger, réécrire et tout. Parce que c'était dur, je trouve, de dire, ok, maintenant c'est fini, maintenant je le considère parfait. Ouais. C'est dur de se dire ça, parce qu'on ne le considère jamais entièrement parfait, mais bon, quand on l'a reçu, relu 5-6 fois et corrigé autant, il y a un moment où il faut dire stop, quoi. Donc Ouais, voilà. c'est le souci aussi, d'être en auto-édition dans le sens où, bah, il y a personne, qui t'accompagne, pour te C'est dire, ça. «Non, c'est bon, les corrections, c'est terminé». Donc tant que C'est ça. toi-même tu te dis pas stop, tu peux continuer pendant 3 ans, à la moindre À fond. syllabe, la moindre virgule et tu t'en sors pas, quoi. Ça et je suis hyper perfectionniste donc moi j'aurais pu continuer à le réécrire pendant encore 3 ans quoi, mais bon, c'est pas possible. Donc Ouais, voilà. il faut savoir dire stop, mais c'est très difficile, surtout quand, voilà, on est passionné par notre univers, c'est compliqué. Pour continuer sur le côté un peu plus bon, pro, mais aussi communication, tu te sers évidemment des réseaux sociaux pour promouvoir ton roman, mais pas que, pour parler un petit peu des backstage, justement, tes tranches de Mmh mh. vie en tant qu'autrice. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu te sers à la fois d'Instagram et de LinkedIn. Mmh. Et comment tu différencies ce que tu postes sur ces plateformes, parce qu'elles sont quand même très différentes, et avec une audience très différente aussi. C'est clair. Alors sur Instagram, j'ai pris le parti de faire un
un truc à la fois un peu instructif, donc en postant des trucs, informations sur le métier d'auteur, sur l'auto-édition et tout ça, à la fois léger, avec des petites blagues, des petits reels, ou je sais pas comment on prononce ça, mais voilà, des petites vidéos, et des photos évidemment, parce que ça reste Instagram, quoi. Et sur LinkedIn, je poste beaucoup moins, je poste très peu, et je poste des trucs beaucoup plus sérieux du coup. Par exemple, je postais que je faisais partie du jury ou que j'avais gagné la dernière fois. Enfin, ce genre d'informations beaucoup plus ponctuelles et beaucoup plus factuelles. Et alors, par contre, j'ai aussi découvert les joies de TikTok récemment. Ça, c'était un grand choc culturel pour moi. Donc, c'est une audience vachement plus jeune, vachement plus dynamique et vachement plus dans les vidéos. Ça a été très difficile pour moi de me mettre aux vidéos. Mais voilà, ça y est, je me lance. En fait, c'est rigolo, je m'amuse un petit peu. Je dis pas que je fais du contenu de très grande qualité, mais je m'amuse et j'apprends et voilà. Et je trouve ça chouette parce que je sais que l'audience sur chacun de ces différents réseaux sociaux est à différents âges. Je sais que sur LinkedIn, c'est quand même relativement plus âgé. Instagram, c'est probablement plus ou moins mon âge. Et TikTok, c'est vachement plus jeune. Et du coup, TikTok, c'est peut-être plus le lectorat que je vise. Mhm. Mais donc, il faut trouver les bons mots et la bonne manière de parler à ce lectorat-là. Je sais pas si j'y arrive très bien, mais c'est un challenge et c'est sympa. Et puis ça, c'est comme ça que je m'occupe pendant les siestes de bébé et tout ça. C'est rigolo. Ouais, comme tu dis, c'est un apprentissage et ça fait un peu bizarre quand tu ouvres une plateforme et que bah, t'as l'impression d'être une boomer, tu vois. C'est genre, ah oui, d'accord. Genre, comment Ça, on je suis fait tellement marcher, vieille, mon Dieu. comment on enregistre ça, c'est quoi ce son et tout. Tu es d'accord. C'est ça. Voir toutes les Ok. petites danses, moi je suis pas prête à faire les petites danses, ça, c'est pas encore une étape que je suis prête à passer. Non, mais je crois que côté écriture, c'est pas obligatoire. Je pense que tant J'espère. que tu utilises les traînes et tout, on t'oblige pas à Ouais. danser, donc ça va. Et tu es en train de travailler actuellement sur le tome 2 des Bannis. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire une petite exclue ou où est-ce que tu en es dans le projet? Alors, le tome 2, ce sera comme le tome 1, ce sera polyphonique. Donc, on va suivre différents personnages qui seront pas les mêmes personnages principaux que le premier tome. Donc, on va se focaliser sur différents personnages, mais il y en aura toujours du côté terrien, du côté illyrien, et on va continuer à suivre Ellie parce que c'est le point de vue métis qui est quand même intéressant. Niveau écriture, le squelette est pratiquement fini, pour en tout cas 2 des voix. C'est-à-dire que j'ai vraiment tous les événements et les événements historiques et les événements du livre qui sont mis. J'ai vraiment la ligne directrice. C'est super difficile, en fait. C'est beaucoup plus difficile que le tome 1 parce qu'il faut que je me rappelle tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai sous-entendu, tout ce que j'ai sous-entendu exprès de manière un peu fausse. Donc tout ce que le lecteur a compris, a cru comprendre, attend encore de savoir. C'est super compliqué de me rappeler de tout. Donc il faut pas que j'écrive de manière super normale et basique le truc qui est en fait une énorme révélation parce que je l'avais pas dit. Donc il faut que je me rappelle. Et donc ça c'est assez intéressant. Mais euh, mais c'est chouette, c'est aussi un challenge de faire ça. Je m'y attendais pas du tout à cette difficulté de tome 2, mais c'est très chouette. Et donc voilà, maintenant que j'ai que 2 jours par semaine pour écrire, parce que les autres jours, ma petite est avec moi, donc il y a 2 jours par semaine elle est à la crèche, c'est assez peu pour vraiment me plonger à fond dans l'écriture. Donc c'est pour ça que je travaille vraiment le squelette. Je travaille les événements historiques qui vont venir et tout ça. Et dès que tout ça sera créé, je pense à partir de novembre, elle aura une place en temps plein. Là, je pourrais me lancer mais à fond dans l'écriture. Et là, j'espère que vu le travail en amont que je suis en train de faire, ça ira très vite. Je Mhm. pense que ça ira vite. Ouais. Par rapport à tes futurs projets, donc bon, évidemment, tu es en train de travailler sur le 2, il y a le 3 qui va finir par arriver, même si Mhm. c'est plus ou moins lointain par rapport à ta frise, on va dire, ton squelette. Est-ce que Ouais. ton esprit, il divague un peu vers d'autres projets, ou est-ce que pour l'instant, tu es 100% concentré sur l'univers des bannis? J'ai 2 potentiels projets. Il y en a un qui est en fait juste les prequels au Banni. Donc en fait, j'ai assez de matière dans ma tête pour expliquer tout ce qui s'est passé avant les événements de la trilogie des Bannis. Ça pourrait être intéressant, mais on verra. Peut-être que j'aurai besoin d'une pause.
Et l'autre projet, c'est une pièce de théâtre que j'ai en tête. J'ai juste jeté quelques idées pour cette pièce de théâtre dans un fichier. Je me suis forcée à pas trop y travailler parce que je voulais me focaliser sur les bannis. Donc peut-être quand j'aurai fini la trilogie, j'irai retrouver cette pièce de théâtre. Est-ce que ça restera une pièce de théâtre ou est-ce que ça deviendra un roman? Alors peut-être un roman court, je ne sais pas encore, mais j'ai hâte de le découvrir. Bah écoute, pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil peut-être, donc pas forcément par rapport au concours en lui-même, parce que c'est vraiment le fait de participer avec un roman qui a déjà été écrit et sorti, mais peut-être par rapport à l'auto-édition, par rapport à l'écriture. Est-ce que tu as un conseil pour les auteurs qui nous écoutent? Conseil pour un auteur, surtout en auto-édition, c'est de ne pas négliger la couverture. Je pense que ça c'est très important. Parce qu'en fait, on travaille énormément sur le contenu du livre, sur l'histoire, et finalement, ce qui est dommage, c'est que on va pas se leurrer, les gens jugent un livre à sa couverture. De nouveau, surtout en auto-édition, parce que notre livre va se retrouver, par exemple, sur Amazon, parmi tellement d'autres livres, et la seule manière de se démarquer ou d'attirer le regard du lecteur, ça va être par la couverture. Avant même qu'il puisse lire le résumé, il va devoir cliquer sur la couverture. Donc c'est très très important d'avoir une belle couverture, une couverture qui fait professionnel, qui attire le regard et qui en fait correspond aussi bien au genre de l'histoire. Comme ça, quand le lecteur potentiel clique sur la couverture, il va pas être un peu surpris par le résumé. En fait, il va être d'autant plus attiré par le résumé, alors potentiellement il achètera le livre. Donc la couverture, c'est très important. Et si j'avais un conseil pour les auteurs qui envisagent de participer au concours des plumes francophones, parce qu'il y a encore le temps, c'est le conseil des bronzés. C'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. J'adore. C'est le parfait mot de la fin, je trouve. Ça va avec ton parcours. Bah, merci beaucoup, Charlotte, en tout cas, pour cette interview. C'était un plaisir de te recevoir. Encore une fois, merci beaucoup à Charlotte Deleval pour cette jolie rencontre et à Amazon Storyteller pour cette opportunité. J'ai mis tous les liens de Charlotte en description, ainsi que les règlements du concours des plumes francophones en barre d'infos. Vous y retrouverez donc toutes les conditions pour participer, les mentions légales parce que c'est important, la date butoir, les formats à respecter et toutes les autres options à cocher. Si vous hésitez encore à publier votre livre en auto-édition alors que ça y est, il est prêt, bah écoutez, c'est le moment. Et si le timing est un peu trop serré pour cette année, pas de panique, vous avez de la marge pour une nouvelle édition et de quoi vous organiser. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager autour de vous, peut-être que vos collègues auteurs et autrices pourraient être intéressés. C'est aussi l'occasion de faire la rencontre d'un super jury composé de Charlotte Deleval, vous l'aurez deviné, Jupiter Phaéton, Océane Adorable, Shabnam Mirsaeli et Mélissa Bellevigne. Je vous souhaite une belle fin d'écoute et on se retrouve le mois prochain, donc quelques jours à peine, pour un nouvel épisode et un ou une nouvelle invitée. À très vite. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin to Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite.